Bienvenue dans le 56cast 13e du nom. Cette semaine, on va parler on en a un peu parlé la semaine dernière, mais Google qui a racheté Nest, c'est l'occasion de revenir sur les objets connectés, sur toutes ces données environnementales, comportementales qui sont transmises automatiquement. Voilà, c'est tout ce sujet-là qui a été lancé par ce rachat à 3,2 milliards de dollars quand même. On va parler aussi, si on a le temps, on va parler du nouveau service de streaming de Beats, les fabricants de casques avec un petit B sur le côté. Vous devez en voir assez souvent, vous en avez, enfin vous avez le choix. Le potager du web, ce sera le Cat Dance Film Festival, comme son nom l'indique. Et enfin, bien sûr, nous avons le plaisir pour le quartier libre d'accueillir notre chroniqueur Tristan Nito de Mozilla. Oui, t'es content d'être là, c'est cool. Je suis hyper content d'être là. C'est fait plaisir. Et toi, tu vas nous parler d'hébergement, voilà. De données. Il y a le cloud, mais il y a autre chose. Voilà. On n'est pas obligé. Le cloud perso. Le cloud perso. Le meilleur des deux mondes. Ton nuage à toi, voilà. En fait, c'est ça l'idée. Ce sera le sujet du quartier libre. Bonjour Camille. Bonjour. Et de quoi on va pas parler? On va pas parler du sondage de BVA selon lequel 76% des Français souhaitent pouvoir réaliser davantage de démarches administratives sur Internet. Moi aussi. Pareil. Voilà. Mais c'est qui 24 autres pourcents? C'est ça. C'est la grande question. C'est ceux qui n'ont pas compris la question, je crois que c'est ça. Selon une étude de l'université de Princeton, Facebook pourrait perdre jusqu'à 80% de ses utilisateurs d'ici 2017. Ouais, mais selon une étude de Facebook, l'université de Princeton pourrait perdre jusqu'à 50% de ses étudiants d'ici 2018. Et même, il resterait qu'un seul étudiant en 2021. Voilà. En fait, Facebook s'est moqué de l'étude qui disait qu'ils allaient mourir en prenant le même modèle et en montrant qu'on pouvait dire n'importe quoi avec. Bah c'est vrai que de toute façon, ça semble pas hyper crédible. Enfin, je sais pas pourquoi, mais... Non, ça part un peu beaucoup quand même. Voilà. Et oui, pardon, je sais de quoi on va parler. De Lenovo qui rachète les serveurs x86 d'IBM pour 2,3 milliards de dollars. C'est pas un peu le même prix que Google et Nest ? Non, c'est moins cher, c'est moins cher, parce que tu peux avoir tous les serveurs de x86 et à la place tu as des thermostats. Enfin, un thermostat gros comme ça, c'est ça. Qui vaut 3 fois rien. C'est ça. La Corée du Sud est en train de monter son réseau 5G, ça sera prêt d'ici 2020. 5G. 5G, ouais. Ouais. Et ça va, ouais. Ouais. 5G. Bah non, parce qu'après il y a la 6G, personne ne sait ce que c'est encore, mais après il y a la 7G. Non, on va s'arrêter à la 6, ça on s'arrête. Free qui ouvre enfin son réseau 4G aux iPhone 5. Mais pourquoi on a mis ça comme news? Ouais, on s'en fout. Ah non, il y a la suite. Et aux iPhone 5, c'est toujours... Et au Samsung Galaxy Ace 3, non, en fait, c'est toujours, on s'en fout. Ça tombe bien comme on va pas en parler. Voilà, on va pas en parler, non, c'est ça. En fait, ils ont ouvert leur réseau 4G tout court, quoi. C'est ça, ils ont ouvert leur réseau 4G, et en fait, vu que c'est Apple qui choisit quel réseau 4G est compatible avec ses iPhones, c'est pas comme, voilà. Ok, j'ai compris. C'est ça. Après Firefox, après Chrome, après Android, après Opera, après Internet Explorer, le bloqueur de publicité AdBlock Plus arrive sur Safari. Donc les gens vont pouvoir commencer à utiliser ce navigateur Safari qui n'avait aucun intérêt auparavant. C'est pas moi qui l'ai dit. Et enfin, Google a déposé un brevet qui dit quoi? Un brevet de taxi gratuit et sans chauffeur. Voilà. Google, taxi gratuit et sans chauffeur. C'est pour ça qu'ils faisaient leur voiture sans chauffeur. C'est ça. Bon, maintenant, on sait que quand on paye pas, on n'est pas le consommateur, mais on est le produit. Bien sûr, il ne s'agit pas comme ça de taxi qu'on appellera hey, Google, machin. C'est juste, ce sera en partenariat avec des grands magasins. C'est pour amener les gens dans les grands magasins. Pour aller faire du shopping. Et à ce moment-là, soit tu auras la course gratuite, soit réduite à 50%. Enfin, voilà. Sans doute en fonction des achats que tu feras après. Et évidemment, il faudra un compte Google+. Et ça sera couplé... C'est cher. Attends, et ça sera couplé au système qui permet de repérer ton emplacement dans les rayons du magasin pour savoir si tu hésites devant tel DVD ou devant tel livre. Comme ça, tu vas recevoir un mail qui va te proposer une réduction. C'est ça. Et en fait, pour t'inciter à aller faire des courses, et ben en fait, vu qu'ils régleront la température de chez toi avec le thermostat, il fera froid. Voilà. Donc ça, t'as envie de sortir. L'avenir. Nickel. L'avenir. Oh, il fait froid. Allons faire du shopping dans un taxi gratuit. Oui. On va bien l'aimer, l'ami. C'est une transition géniale pour l'actu. Donc c'était il y a quelques semaines maintenant, mais on va en parler quand même. Google a annoncé un rachat de 3,2 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont racheté pour 3,2 milliards de dollars? Un thermostat et un détecteur de fumée. Sur le bon coin, ça coûte 10 €.
mais bon, ils savaient pas. Donc ils ont racheté Nest. Nest, c'est une start-up qui cartonne quand même. On va pas dire le contraire. Leurs produits sont hyper beaux. C'est des anciens d'Apple. Ils ont participé au design de l'iPod. C'est ça. Pour le petit point historique, ils ont été créés en 2010 et il y a 300 salariés aujourd'hui. Pour voir un peu Nest. Alors qu'est-ce qu'ils font Nest? Ils font deux choses. Il n'y a que deux objets à leur catalogue. On l'a dit, un thermostat et un détecteur de fumée. Évidemment connecté, évidemment intelligent entre guillemets. C'est en fait, par exemple, le thermostat, tu règles la température manuellement et en fait, il apprend tout seul ton rythme dans la journée et il finit par baisser la température quand t'es pas là. Il fait détecteur de présence aussi. En fait, quand tu passes devant, il s'allume et au bout d'un moment, il te dit bon, ça y est, j'ai compris. Au bout d'une semaine, je reviens de Californie où j'ai tous mes potes en ont un. Et en fait, tu l'installes et au bout d'une semaine, il sait tout de tes habitudes. On se demande pourquoi Google a acheté. Non, mais c'est le côté flippant. Et après, il te fait des économies d'énergie parce qu'il va régler la température en fonction de si tu es présent, puisqu'il détecte ta présence, ou si tu n'es pas présent. Donc c'est bien parce que ça fait des économies d'énergie et ça, c'est une bonne démarche. Un peu troll, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il gère les chats? Parce que moi, par exemple, j'ai un thermostat chez moi. Il aimerait bien se mettre à moins 15 quand je suis pas là la journée, mais mon chat, il va mourir. Donc j'aimerais bien un thermostat qui s'occupe aussi de la santé des chats. C'est sur le site de Nest, ils font bien attention, ils disent si vous avez des animaux, évitez de trop baisser la température. Voilà. Ah, c'est cool. Ils le disent. Quand même 3 ans d'existence, 3,2 milliards. En rappel, Google a fait d'autres acquisitions à base de milliards. On se rappelle de Waze qu'ils ont racheté 1,1 milliard en 2013, qui était le service de GPS communautaire, grosso modo. Enfin non, surtout sur Waze, ça les permet de te fliquer pour savoir où t'es dans ta bagnole en fait. C'est ça. C'est ça l'intérêt de la chose. C'est ça. Et d'ailleurs, ça permet par exemple aujourd'hui sur Google Maps, on sait quand il y a des ralentissements sur telle route, c'est parce qu'avec tous les Android du monde, ils savent très très bien qui est coincé sur la route et qui ne l'est pas. Ils ont racheté aussi Motorola pour 12 milliards de dollars. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que Nest, 3 ans d'existence, un thermostat, un détecteur de fumée. Motorola, entreprise quand même mondialement connue, reconnue, c'est juste 4 fois plus cher. Donc il y a quand même un truc d'échelle. Et en 2006-2005, je crois, ils avaient racheté YouTube pour 1,6 milliard de dollars. Donc en fait, c'est assez bizarre. Même en unité Google, ce rachat à 3,2 milliards de dollars est quand même assez impressionnant. On l'a dit, on en a parlé tout à l'heure. Et tu as dit la phrase, le thermostat Nest, c'est tout de votre vie. Et voilà, bizarrement, on sait très bien pourquoi est-ce que Google a racheté ça. C'est du quantified home. Il mesure ce qui se passe dans ta maison. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Avec Android, il mesurait comment tu te déplaces et ce que tu fais. Et là, il mesure ta maison. Alors, ce qui est rigolo, juste une petite aparté, c'est que y a une page sur le site de Nest qui parle de ce rachat où bizarrement ils sont ravis. Ils sont hyper contents à Nest. Moi, si je fais 2 milliards de dollars, je les prends et je souris. Toi, tu es content? Oui. Ouais, pareil, je crois. Et en fait, il y a une FAQ, et il y a la question que tout le monde se pose. Est-ce que les données de Nest seront partagées avec Google? Point d'interrogation. Et là, Nest répond, attention, je lis. Notre politique de vie privée limite l'utilisation des informations personnelles à l'amélioration et à la conception de nos produits et de nos services. Nous avons toujours pris au sérieux la vie privée, ça ne changera pas. C'était la virgule what the fuck, ça Non, c'est écrit noir sur blanc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mot qui manque dans leur réponse, c'est non. Oui, non, parce qu'effectivement, en fait, c'est oui. Voilà, c'est ça. C'est que le seul intérêt de Google de racheter Nest, c'est bien l'utilisation qu'ils en font, les données personnelles. Et je ne sais pas combien ça coûte pas un bras les objets Nest, mais ça coûte quand même quelques centaines de dollars. Oui, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Je pense que le prix va baisser bizarrement et tout ça va être partagé dans des. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des économies d'énergie. C'est-à-dire que c'est pas. Donc c'est joli. Quand tu as un Nest dans ton entrée, si tu veux, tout de suite, ça fait geek, qui aime les beaux objets. Il y a un côté Apple statut social dedans, mais ça fait des économies. Voilà, mais ça fait des économies. Ton iPad, non. Alors que ton Nest, oui, ça va faire des économies de chauffage. Mais alors, donc ça va se rembourser. C'est quand même l'idée. Mais derrière, tu as une fuite de données personnelles que tu n'avais pas imaginé au début. En fait. Et en fait, on sent, c'est là où Nest ils sont très malins, c'est qu'ils surfent aussi sur la vague du quantified, donc en fait de tous ces
objets qui mesurent la fréquence cardiaque, le nombre de pas dans une journée et tout ce qu'on peut faire au quotidien. Ils surfent aussi sur cette vague, c'est-à-dire qu'avec Nest, nous avons des jolies applis, des jolis graphes qui nous disent combien de pourcentage d'économie d'énergie on a réalisé dans le jour, dans le mois, dans l'année. Voilà, ils jouent très bien avec le côté, on essaye de faire le mieux, on balance le nombre de données. Et ce qui est marrant, c'est le premier rachat comme ça dans les objets connectés de la part de Google. Enfin, si on ne parle pas de Motorola, évidemment, qui est finalement lui aussi un objet connecté, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'on sent comme une logique avec Google Now qui récupère toutes les données de tout pour te dire attention, t'as ton train dans un quart d'heure, il faut que tu pars parce que t'as 14 minutes de trajet et tout ça. Bah maintenant, en fait, tout s'intègre tout seul. Et si demain Google rachète un compteur de pas ou un bracelet ou ce genre de choses, ce sera aussi quelque chose d'une logique naturelle et en même temps terrifiante. Leur mission, c'est d'organiser les données du monde pour être indispensable en fait entre toi et les données qui t'entourent. Et donc, ils étaient déjà dans ta poche, maintenant ils sont dans ta maison. C'est logique. Et je pense que ce qui est le plus terrifiant, on va peut-être terminer là-dessus parce que je sais pas combien de fois je vais dire le mot terrifiant dans cette chronique, mais peut-être ce qui est le plus terrifiant, c'est que pour l'instant, quand on voit ça, parce que Nest n'est pas encore arrivé en France, on n'a pas encore officiellement une filiale française de Nest. Ils sont très implantés en Californie, très implantés aux États-Unis, mais ils ont des visions évidemment à court terme dans le monde. Mais pour l'instant, ça nous semble un peu choquant. Et en fait, je suis sûr qu'on se retrouve dans 5 ans et puis voilà, ce sera naturel d'avoir son thermostat Google. Oui, parce qu'on flippera sur le truc qui arrivera après. Voilà. Alors, j'ai vu sur Twitter un truc super rigolo. C'était une photo d'une étagère dans un magasin où il y avait un Nest et puis il y avait un thermostat tout pourri en plastique carré tout moche, côte à côte. Et alors, t'avais le Nest qui valait je sais pas combien de centaines de dollars et t'avais le thermostat à $30. Et ça, c'était avant le rachat par Google. Et puis, t'as la même photo où ils ont changé les étiquettes. T'as le même Nest, donc avec le même thermostat tout pourri. Et le Nest est beaucoup moins cher parce que Google, forcément, tu vois, le cheval de Troie dans ta maison. Et à côté, il y avait une étiquette, donc le thermostat tout pourri en plastique, il valait $300. Et la grosse feature, c'est absolument pas connecté à Google. Respecte votre vie privée. Voilà, exactement. Snowden approved. Et du coup, ça se paye, hein, ça se paye. Elle avait $300. Exactement. Ouais. Acheter du thermostat. Faut stocker du thermostat, j'en ai plein ma baignoire, moi. Bon, la virgule... La virgule what the fuck n'est absolument pas une métaphore. Non, pardon. Non, la vraie. La vraie. C'est absolument pas une métaphore du rachat de Nest par Google. Absolument pas. La cuisson à la lave. Ouais, enfin... C'est ça? Putain, et comment tu vas chercher la bouffe après? Et tu vas pas chercher, le but c'est la destruction. Ah, moi j'aurais bien aimé des pop-corn. Tu sais. Ouais. Allez, on va se la refaire. Faut se trouver un volcan. C'était une vidéo de Brian Lowry, chasseur de lave. Allez voir ses vidéos sur Dailymotion. Non, sur Vimeo, pas sur Dailymotion. Vous en aurez pour la journée. D'accord. Chasseur de lave. Chasseur de lave. C'est C'est un truc de fou. Mais il dit, ne faites pas pareil, c'est dangereux. C'est l'heure du Surtout à la maison. Ouais. Oui. Pardon. Quartier libre, on va y arriver. Le quartier libre. Donc justement, pour se libérer de ces clouds centralisés, de ces Google, de ces Facebook, de tous ces Dropbox et ce genre de choses, on n'est peut-être pas obligé d'en passer par là. Mais en même temps, c'est pratique. Évidemment que c'est pratique. Tout à fait. Mais moi, ce que j'ai adoré avec Nest et tout ce dont on a parlé avant, c'est que là, c'est le boulevard, quoi, pour expliquer le truc. Alors, évidemment, la technologie, c'est super pratique, c'est génial. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de donner toutes nos données à des gens qui soient Apple, Google, Facebook et d'autres qu'on va appeler des silos, histoire de pas juste les pointer du doigt. Des silos, en fait, des gens qui essayent d'attirer nos données, au point de mettre des capteurs partout dans nos vies. Et comment est-ce qu'on fait pour récupérer le contrôle sur ces données? C'est ça le vrai souci. Parce que finalement, le cloud, il est arrivé à un moment où c'était utile, mais personne n'avait pensé à le faire soi-même, en fait. Il y avait même pas de... Ouais, mais c'est normal. Il y a les clés USB. Voilà. Mais
il y a une innovation qui est possible parce qu'elle est rendue possible par le capital risque. Tu vois, t'as un type qui a une idée, il va voir des investisseurs, les investisseurs lui filent tant de millions, il développe le truc et du coup il va le faire de façon centralisée parce qu'évidemment après il faut les rembourser les investisseurs et au centuple si possible. Donc il va construire le truc de façon centralisée pour en avoir le contrôle. Mais c'est pas du tout l'intérêt des utilisateurs d'avoir quelque chose de centralisé. Parce que la centralisation, ça veut dire que, en fait, tu vas déléguer ça à quelqu'un qui va être, en l'occurrence, propriétaire des données. Donc, quand tu veux lui demander de le supprimer, il fait, bah, d'accord, je te les affiche plus. Je les supprime pas, mais je te les affiche plus. Donc, il les garde, hein. Il y a des problèmes récurrents avec Facebook. Quand on lui demande de supprimer, en fait, il garde vos photos, tout. Il y a des problèmes de censure, c'est-à-dire que tu as une vidéo, tu pourras la mettre sur ton serveur, mais non, tu la mets sur YouTube, et puis un jour elle disparaît parce que un ayant droit est fâché, et puis YouTube va faire... Il a reconnu 3 notes voilà, au milieu de la vidéo voilà, de 8 ou une minutes. photo dans le fond, ou je ne sais quoi, ou bien ça gêne quelqu'un, et puis c'est supprimé, etc. Bref, on n'a pas le contrôle, c'est lié à des problématiques de censure, de non-suppression, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le contrôle? C'est le sujet du jour. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'hébergerait pas tout ça ailleurs que dans ces services qui sont gratuits? Alors là, je me suis un peu penché sur la question. Alors, on va parler... Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que par facilité, je suis plutôt un utilisateur de Google Doc, de machin. Ouais, c'est normal, on est tous comme ça. Et maintenant, bon, avec toutes les révélations liées à la censure, avec Snowden et compagnie, on voit que la NSA, c'est tous les jours. Maintenant, on apprend qu'ils surveillent Angry Birds et toutes les applications quand on les lance, où est-ce qu'on se trouve, etc. Donc, voilà. Les gens ont vraiment la trouille et ils ont raison. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle? Alors, on va en parler en 2 temps. Ouais. Aujourd'hui, on parle hébergement et la prochaine fois, on parle des logiciels qu'on fait tourner sur ces serveurs. Alors, l'hébergement, le plus facile, éventuellement, c'est d'aller voir des professionnels de l'hébergement, dire je vais louer un bout de votre serveur, un hébergement mutualisé. Alors, il y a des professionnels, il y a Gandhi, il y a OVH, ils font ça pour vraiment pas cher. Hein, chez OVH, j'ai regardé, je crois que c'est 2 € par mois hors taxe, quoi. Ouais, donc voilà, pour 28 €, t'as payé ton hébergement pour l'année. 28 € à l'échelle de ce que valent nos données personnelles et notre indépendance, c'est peanuts, hein. C'est moins qu'un mois d'ADSL. Donc on peut y aller. Sachant que là, les données sont sécurisées, c'est mutualisé. Exactement. Mais c'est sur un espace à soi. C'est parce que l'ordinateur est pas chez nous. Mais ça veut pas dire que c'est dans le cloud de quelqu'un. Déjà, l'ordinateur, il est en France, et donc c'est plus difficile pour la NSA. Mais il y a des choses qui sont encore plus... Alors là, je commençais par le facile, quoi, on va dire. Hein. Tu donnes ta carte bleue à OVH ou à Gandhi ou autre, ou à des gens comme l'autre.net, qui est un hébergeur associatif, qui est à 23 € par an. Donc là, il est hors de question de faire du commerce avec ça parce que ça fait partie de leur charte. Et donc, il y a des tas d'alternatives de serveurs mutualisés qui marchent bien. C'est un très bon premier pas. Moi, je suis chez l'autre.net, hein, pour histoire de leur faire de la pub. C'est une association. Deuxième pas, c'est l'hébergement chez soi. Alors là, physiquement, les données sont dans ta cuisine, ou enfin à côté de ton routeur en l'occurrence. Dans mon four. Non. Non, enfin je te fais ce que tu veux avec tes disques durs, mais moi je serais toi, je les mettrais plutôt dans un placard. Et donc physiquement la machine est chez toi. Le problème c'est si tu es en ADSL, tu as un débit asymétrique, donc c'est l'upload qui compte. Généralement, ça suffit, enfin, sauf si tu te mets à faire énormément de visiteurs ou énormément d'échanges, mais normalement, ça peut suffire. Et pour ça, alors, tu peux avoir un NAS. Il y a des gens qui s'appellent Synology qui font ça avec des logiciels qui permettent d'héberger des tas de services sur ton NAS. Donc, tu achètes un NAS et il est connecté à ton routeur ou ta box. Et puis en fait, il est aussi visible depuis l'extérieur. Et là-dessus, tu peux héberger ton mail, tu peux héberger ton blog, tu peux héberger tes photos, tu peux héberger. Et tout ça, tes données, elles sont physiquement chez toi. Puis en plus, ton NAS, il est probablement en RAID. Donc, il est sécurisé. On peut mettre jusqu'à 4. Un NAS, c'est jusqu'à 4 ou plus de disques durs. Redondants. Donc s'il y en a un qui meurt, et ben c'est pas grave, les données sont pas perdues. On peut stocker plusieurs terras pour quelques centaines d'euros. Voilà, exactement. Et là, bon, s'il y a sûrement des geeks parmi auditeurs, 3 fois rien. Donc c'est quand même sympa de jouer avec ce genre de choses, et en même temps c'est facile, quoi.
Tous les gens à qui j'ai parlé, qui ont des synologies, m'ont dit ouais, vraiment c'est super bien fait et au moins on a ces données. Mais c'est vrai ce que tu disais, c'est l'ADSL, le côté asymétrique, c'est que c'est des choses, on a beaucoup moins d'upload que de download, et voire vraiment beaucoup moins. Ce qui fait que même quand on est à l'extérieur, eh ben on va pouvoir stocker des choses facilement pour chez soi où qu'on soit. Par contre, pour les récupérer, une photo un peu lourde ou ce genre de choses, ça peut prendre un peu de temps. Les photos ça va, les vidéos ça commence à devenir compliqué quand il y a beaucoup de données, mais normalement ça se passe bien. Puis bon, moi je m'en fous, j'ai la fibre d'abord. Ça va, moi j'avais la fibre, j'ai déménagé, j'ai plus la fibre, ça va. Hein, c'est pas. Et alors après, il y a de plus en plus hardcore, parce qu'en Synology, c'est un produit commercial. Et après, il y a des gens comme ArcOS ou FreedomBox. Alors là, c'est des libristes purs et durs, le point levé et Richard Stallman gravé sur la poitrine, qui disent bon, il faut que mon matériel soit libre avec des logiciels libres dessus et que ça tourne chez moi pour en avoir le contrôle. Et ça, c'est encore des projets qui sont pas réalisés. Néanmoins, ça peut marcher, hein, parce que j'avais les chiffres et puis je les ai plus. Mais on peut lever finalement beaucoup d'argent sur Kickstarter pour réaliser des projets. Par exemple, Lima. Voilà, j'ai découvert quand tu m'en as parlé. Lima, c'est un projet Kickstarter. D'un côté, ton propre cloud à toi en plug and play en fait. Ouais, c'est une toute petite boîte. D'un côté, tu le branches sur le réseau, de l'autre côté, tu branches un disque dur USB, et voilà, le machin est gros comme une boîte d'allumettes, et t'as une distribution Linux dessus, et ça roule, quoi. Ça y est, t'as hébergé ton cloud à toi, et les mecs, ils ont levé plus d'1 million de dollars. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, donc il y a une vraie demande des gens qui disent, j'en ai ras-le-bol de me retrouver coincé dans des silos propriétaires où je sais que j'avais pas arrivé à en sortir, ou bien au contraire, je vais me retrouver éjecté. Et on va me priver de mes données juste parce que j'ai fait une connerie sans le savoir. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce qui a été une des forces des clouds, des grands clouds un peu disponibles, c'est tous les modèles gratuits. Mais on se rend compte que même quand on passe en payant, quand on passe à ses données à soi, c'est pas un investissement monumental non plus. Ah bah non, parce que ça coûte 3 fois rien, ça coûte un disque dur à 50 €, et voilà. Bon, faut faire des sauvegardes quand même, mais il y a des moyens de commencer à 3 fois rien, et en plus, les geeks vont adorer, parce que c'est vraiment, super sympa. En l'occurrence, Arcos, donc c'est arcos.io. Leur idée, c'est de faire une distribution Linux qui va tourner sur un Raspberry Pi, donc les tout petits micro machins là, des micro PC qui consomment 3 fois rien, qu'on garde chez soi connecté au routeur. Donc ça, c'est c'est le top de la bidouillabilité, quoi. Et vive la bidouillabilité. Voilà, quand même. Exactement. Quand même. Exactement. C'est une belle conclusion. Merci Tristan, on parlera du logiciel, et parce que qu'est-ce qu'on fait tourner sur ces machines-là ? Qu'est-ce qu'on fait tourner pour avoir un petit folder pour juste mettre directement ses photos, stocker ses choses, voilà. Qu'est-ce qu'on fait tourner sur ces machines pour avoir accès à son cloud à soi ? Et c'est l'heure du potager du web. Dans le potager du web, c'est le Cat Dance Film Festival. Des chats qui dansent. Non, c'est en référence au Sundance Film Festival. Parce qu'en fait, le soleil qui danse ? Non plus. Waouh ! En fait, on va pas le faire. Sujet suivant. Au revoir. À la semaine prochaine. Oui, non, parce que ça se passe en même temps que le Sundance. En fait, ils vont projeter les meilleurs films dans un petit coin du Sundance Film Festival pour profiter de la pub. Et c'est pour ça qu'ils sont inspirés du nom. Et en fait, chaque édition, ils mettent une année à le faire. Je sais pas comment ils font pour être aussi lents, mais ils ont recueilli les candidatures jusqu'au 3 septembre 2013. Et ils ont seulement dévoilé les 5 finalistes là, mi-janvier. Donc ils ont mis 3 mois à les sélectionner. Et donc en fait c'est un concours de courts-métrages amateurs sur les chats et avec des chats. En gros le règlement c'est faut que ça fasse genre 4 minutes maximum. Et il faut que ça parle de chats et que ça montre comment les chats sont au choix mignons, intelligents, futés ou beaux. Enfin non c'est pareil, mignon et beau, bref. Ouais, ou rigolo, enfin un truc comme ça. Bref, il faut prouver un truc sur les chats et il faut qu'il y ait au moins un chat dedans. Mais on peut mettre beaucoup d'humains et un petit peu de chats. Par exemple, cette année, l'un des 5 finalistes, c'est le seul en fait à avoir raconté une histoire avec d'abord des humains et ensuite des chats. Ça s'appelle L'Héritage, où c'est l'histoire d'un jeune couple qui a reçu un chat en héritage de la grande-tante qui est décédée. On regarde le début. Aunt Margaret died?
This letter says she bequeaths to you her most precious item, to be cared for life, at the end of which you'll be awarded the rest of her estate. Et en plus, ils ont récupéré un espèce de mec bizarre avec des feuilles et des lunettes, et il doit vérifier qu'il s'occupe bien du chat et qu'il lui donne bien telle bouffe à telle heure, etc. Et après, il récupère d'autres chats et on se demande bien pourquoi. Bref, il y a un suspense dingue. C'est sympa ça, huissier pour chat, t'imagines? C'est ça. Mais ouais, c'est génial. Métier d'avenir. Après les chasseurs de balles. Dans les autres finalistes, il y en a un qui est carrément une sorte de clip, ça s'appelle Dreams Are Real, les rêves sont vrais. Et en fait, c'est une échappée dans les rêves félins, il y a des magnifiques costumes et des décors. Non, il n'y a pas de costumes, mais il y a des décors, je crois. Il y a 2 finalistes sur les 5 qui ont fait une histoire de chat manipulateur. Je vois pas trop pourquoi, parce que les chats, c'est pas du tout manipulateur. Du tout. Et qui en fait avaient faim à la fin. Ils voulaient voler de la bouffe et c'est pour ça qu'ils étaient manipulateurs. Il y a The Clever Cat et il y a The Féline Noire, une enquête policière en noir et blanc qui est assez cool. She was missing a toy, a mouse. Poor thing, she forgets a lot. No time for napping, I had a case to solve. I checked the usual places, the Bag Bistro, the Box Theater. Il y a aussi beaucoup de suspense. Hein. Ouais. On ne sait pas où est la Incroyable. souris à la Bon, fin. tout Moi c'est j'étais en apnée tout le long. Hein. C'est ça. Non mais fais pas semblant, ça va être mieux après. Ça va être mieux après. Ok. Tu Moi, je pourras, peux respirer là, tu pourras faire semblant après. Non parce que ça va, c'est rigolo, mais c'est pas fou non plus par rapport à la qualité des autres années, franchement, si on peut dire les choses. En fait, il y en a Tu qu'un vas devenir critique de vidéos de chat, j'aimerais tellement. C'est ça, avec J'aimerais l'avenir. tellement. les cahiers de la vidéo de chat. Pardon. Les cahiers du chat. Les cahiers du chat. Je te vois bien, ouais. Il y a du blé à faire. Là. C'est sûr, la presse va tellement bien. Merci. Bon, je pose ma démission demain. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, en fait, c'est pas du jeu parce qu'il y a un court-métrage on sait déjà que ça va gagner. Il s'appelle Ricky et il est absolument dingue parce que déjà, par rapport aux autres, c'est beau, c'est beaucoup moins amateur, c'est bien cadré, le scénario est cool, c'est très bien interprété, non seulement par le petit chaton qui s'appelle Ricky, le personnage principal, mais aussi par son doublage parce qu'en vrai, un chaton, ça parle pas en fait. Et donc, Oh merde. si. Et pour le faire parler, donc il y a une petite fille qui fait la voix par-dessus et c'est incroyable. On va Petite fille qui s'appelle Willa Ross. Ouais. Félicitations à elle parce que c'est top. This is me when I first was in the adoption place. It was so boring. One day the latch unhooked and I got picked up. There was a lot of papers which had ABCs. They signed it and they put me in a car. I was stuck inside. Et c'est c'est Willa Ross qui a écrit aussi c'est le scénario. La petite fille qui c'est lit a quel écrit âge les dialogues aussi. On connaît pas parce qu'elle l'âge, a une mais voix super jolie, attends, Non, mais non, c'est c'est Over Mimi, hein, ouais. C'est ça, c'est Cute Overload. Voilà, exactement. Ouais, ça doit être la 6e fois que je le vois et à chaque fois j'ai mal aux joues après tellement je souris. Et bref, donc les votes sont ouverts, on peut s'inscrire et aller voter même si on connaît déjà le résultat. C'est ça. Voilà, très bien. Très bien. Donc c'est le Cat Dance Film Festival en même temps que le Sundance film indépendant. Oui. Voilà. Si on a le temps, on n'a pas trop le temps, mais on va évoquer ça vite fait. Vous connaissiez les casques Beats by Dr. Dre, même si c'est une marque, mais bon, ils ont une actualité. C'est que ils se lancent aussi dans le site de streaming. Ouais, C'est alors, original. qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus que Spotify et que Deezer? En fait, leur truc, c'est ils vont faire semblant de faire de l'artisanat de la playlist. Donc en fait, ils ont le créatif Trent Reznor de Nine Inch Nails avec eux pour composer les premières playlists et lancer un petit peu le truc. Et donc ils ont 20 millions de titres dans leur catalogue, mais surtout ils vont bien les organiser pour qu'on sache quoi écouter et qu'on se retrouve pas sur ce site en disant et qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là. Par exemple, on rentre nos styles favoris et ils nous proposent des playlists hyper spécialisées comme du jazz sud-africain ou alors les chansons de notre enfance type Belle et Sébastien Ou les morceaux de hip-hop qui samplent les Doors. Voilà.
C'est une Voilà. playlist. Donc il faut être un petit peu comme ça. Est-ce que Et du on coup, peut sampler l'île aux enfants et en faire du hip-hop? Je Ça, pense. ça serait total niche, tu vois. Ouais, mais il y Ouais. aura une playlist. Ouais, C'est ça. classe, faut que j'y aille. Oui. Et leur deuxième grand truc, c'est une option qui s'appelle Sentence et qui permet donc de taper une phrase, n'importe quelle phrase, dans un moteur de recherche et ça sort une playlist calée sur ta phrase. Et donc c'est censé te donner en fait de la musique adaptée à ton humeur. Si tu mets j'ai envie d'égorger un chien, bah, ça va te sortir une playlist normalement qui va t'apaiser Va éviter. peut-être, ou je sais pas, en tout cas qui est calée sur ton Moi, humeur. je me mettrais bien du Nine Inch Nails, justement, avec des bruits de tronçonneuse. Ouais. C'est ça. Voilà. On connaît pas exactement la taille de l'équipe qu'il y a derrière, mais ils promettent des nouvelles playlists tous les jours. On a un léger doute sur le fait que ça leur permette vraiment de s'imposer face aux acteurs existants qui sont assez nombreux. Aux États-Unis, il y a aussi Pandora, il y a Google Music, il y a Amazon Music. Il y a, enfin, c'est interminable. Ça de fait toute un façon, site c'est de pas streaming. disponible chez nous. Hein. C'est aux États-Unis. Il n'y a pas de date pour la France pour l'instant. Et ben voilà, c'est fini cette semaine pour le 56 cast. Bah merci Tristan. d'être Bah, y a venu. pas On de peut pas quoi. mettre des poils d'abord avant de dire merci aux gens. Oh bah oui, mais on va passer. Bah oui, c'est vrai, Allez. séquence À poil. à poil. Merci. C'est mon chat qui lave un bébé. Non, mais tu peux dire au revoir maintenant. On se retrouve la semaine prochaine après ce chat qui lave un bébé. Merci Tristan. La 2, what the fuck aujourd'hui? C'est ça, non mais on est libre nous, hein, comme notre nom l'indique. Donc là, on sait la prochaine fois ce sera les logiciels pour le cloud. Voilà. On sait déjà le programme, c'est un truc de fou. Ouais, c'est fou. Hyper organisé qu'on est. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération. Salut. Ciao. Ciao. Ça va pas de ça, je peux. En plus c'est râpeux la langue d'un chat, ça doit pas être hyper agréable. Ah, tu vois, c'est un peu comme un grattoir à vaisselle dans les cheveux, je pense que c'est...